Voilà, Jean-Luc Mélenchon est en ligne avec nous depuis Strasbourg. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Alors, l'Allemagne est-elle responsable des malheurs de l'Europe? C'est ce qu'on peut penser à la lecture du hareng de Bismarck. Mais quand même, l'Allemagne, d'accord, c'est pas la panacée, mais quand on regarde un peu les chiffres, taux de croissance 2 fois plus élevé qu'en France. Le chômage des jeunes est 3 fois inférieur en Allemagne qu'en France. Les finances publiques sont en excédent. L'industrie marche bien, elle exporte. Vous allez dire que, en règle générale, c'est grâce aussi à un euro fort qu'il y a beaucoup de devises qui rentrent en Allemagne. Mais là, en ce moment, l'euro est pas si fort que ça. La chancelière a 70% d'opinion favorable. Il y a quand même des choses à retenir. Il y a quand même des choses à prendre en Allemagne. Sûrement, comme de partout dans le monde. Ouais. Mais ce n'est pas le sujet. Je fais pas un défilé de concours. Je veux un concours de beauté des nations. C'est pas le sujet. Le sujet, il est politique. C'est-à-dire la place particulière qu'occupe aujourd'hui l'Allemagne dans la construction européenne, le rôle dominant qu'elle s'est acquis et la façon avec laquelle elle gère cette domination. Alors c'est ça le sujet du livre, mais je vais le mettre dans l'ordre. Déjà, je commence par reprendre ce que vous venez de dire. Vous donnez un certain nombre d'indicateurs, mais ces indicateurs eux-mêmes seraient discutables. Je peux les prendre un par un. Il est plus facile d'avoir un chômage des jeunes plus bas quand on a très peu de jeunes qui arrivent, parce qu'il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent en Allemagne. Deuxièmement, c'est plus facile aussi quand on a, par la méthode de l'apprentissage, sorti des circuits du chômage des milliers de jeunes, en sachant que cette filière rencontre aujourd'hui en Allemagne des difficultés considérables. Et ainsi de suite. Donc, je vous propose de ne pas vous arrêter simplement aux apparences, mais de les creuser un peu. Dans le hareng de Bismarck, vous parlez du poison allemand. Florence Autrey, auteure de Angela Merkel, une Allemande presque comme les autres, elle pourrait plutôt parler, vous pourriez plutôt parler de l'élixir allemand, Florence. Non, mais sur votre livre, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, je veux dire, tout est à charge. Là, vous êtes très modéré. Oui, il y a des choses intéressantes à garder. Mais en réalité, quand on regarde la construction de votre argumentaire, en fait, les forces des Allemands leur sont reprochées, les faiblesses des Allemands leur sont reprochées, et surtout, quand je dis faiblesse, par exemple, leur démographie, donc vous déplorez leur déclin démographique. Faut savoir, je veux dire, ils sont surpuissants ou ils sont en déclin, on sait pas trop. Vous dites sur leur force, vous dites leur capacité à exporter, tout ça, c'est lié à la dérégulation du marché du travail. Bon, mais en même temps, vous pourriez dire, quand même, ils arrivent à travailler moins que nous et à être plus productifs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retenir? Donc, à retourner les choses et à montrer quelque chose de positif. Alors, je comprends votre agacement devant cette espèce d'idolâtrie, le modèle allemand. Mais là encore, je veux dire, est-ce que le problème, il n'est pas français? Est-ce que c'est pas le problème que les élites françaises et la classe politique, et vous en faites partie malgré tout, se cherchent un modèle parce qu'ils sont incapables de réformer ce pays pour des raisons qui sont purement françaises. Donc, je veux dire, c'est un peu facile de leur donner tous les torts, me semble-t-il. Non ? Mais vous confondez mon travail et le vôtre. Moi, je ne suis pas un commentateur, ni même un sociologue, ni un anthropologue. Je suis un militant politique engagé. C'est à vous de faire les commentaires, pas à moi. Moi, je prends la situation de l'Allemagne pour étudier du point de vue de ce qui m'est vendu dans mon pays. Et dans mon pays, on m'explique que l'Allemagne est un modèle que nous devrions imiter. J'explique pourquoi. Précisément, la chose à ne pas faire, c'est de l'imiter. Voilà quel est le sens du livre. Ce n'est donc pas un commentaire sur la situation de l'Allemagne, une évaluation qui se voudrait équilibrée. C'est pas mon sujet. D'ailleurs, je le dis à la première ligne, c'est un pamphlet. Le pamphlet est destiné à bien rappeler précisément aux Français qu'ils n'ont pas d'autre issue que de penser eux-mêmes leur futur et de pas s'imaginer qu'il leur suffira de copier quelque chose dont j'ajoute que c'est incopiable. Car par définition, le modèle de développement de la République fédérale allemande est un modèle non coopératif. Oui, écoutez, le modèle français n'est pas très coopératif non plus, je veux dire. Mais moi, je suis français, pas allemand, ni chargé d'aller répartir les bons points et les mauvais points. Je m'occupe de mon pays. C'est hyper dangereux de rendre l'Allemagne responsable des maux de la France. Parce que vous savez bien qu'il y a quand même un problème historique entre ces deux pays et que jouer là-dessus et alimenter la germanophobie, c'est dangereux et que ça peut se faire. Je comprends qu'on critique l'Allemagne et je suis la première à le faire. Oui. Mais attendez, est-ce que je peux me permettre de vous interrompre une seconde parce que vos développements contiennent beaucoup d'arguments et ensuite je n'arrive pas à y répondre rationnellement à chacun. D'abord, commençons par dire une chose.
Ce livre n'est pas un livre germanophobe. Je dis que les premières victimes du système politique en place et économique, ce sont les Allemands eux-mêmes. Donc, de grâce, s'il vous plaît. Enfin, il est pris comme tel. Il est pris comme tel, Jean-Luc Mélenchon. Le message qui ressort de votre livre, c'est ça. Vous dites deux choses en même temps. Non, le message qui ressort, c'est celui que chacun des lecteurs et peut-être des commentateurs a l'intention de faire ressortir. Le message que moi je mets dans ce livre, j'espère m'être exprimé assez clairement, l'avoir répété assez de fois dans le livre, pour que ça vaille la peine que ce soit retenu ce que je mets en cause, c'est la doctrine politique de l'ordolibéralisme dont les Allemands sont aujourd'hui le cheval, le char d'assaut dans toute l'Europe. Et je dis d'ailleurs que le principal problème qui est posé, c'est pas que les Allemands, les gouvernants allemands, aient fait des propositions, qu'elles aient été acceptées et qu'ils en aient tiré toutes les opportunités, c'est ceux qui leur ont tous aidé parce qu'ils pensaient que c'était également bon pour eux. Et d'un point de vue de l'économie, je dirais, si vous permettez ce mot, du modèle capitaliste actuel, c'est-à-dire dominé par la finance et non pas par l'économie productive, eh bien, ils y trouvaient leur compte. Mais je veux venir sur... Juste pour préciser, l'ordolibéralisme, ce que vous entendez par ça, c'est la vision qui dit que la politique c'est frivole et l'économie est sacrée, voilà. C'est ça. L'économie est en quelque sorte relève de lois de la nature, donc on ne doit pas y toucher, on sacralise un certain nombre de règles, on pense que c'est comme ça et pas autrement et qu'on ne doit pas en changer, et la politique doit s'occuper d'autre chose. Donc, la politique du gouvernement allemand est une politique agressive, mais vous avez le droit de pas l'admettre parce que vous pensez que c'est de l'économie et que donc ça répond à une loi de la nature. Mais la manière avec laquelle l'Allemagne de l'Est a été intégrée à l'Allemagne de l'Ouest, bon, on peut dire c'est le même pays, très bien, mais il y avait qu'à voter, il y avait qu'à faire comme c'était prévu par la Constitution allemande, une assemblée constituante pour que l'ensemble des Allemands décident de ce qu'est leur force. Et puis on peut aussi maintenant évoquer ce qui se passe dans tous les pays de l'Est, tout ce qui est derrière l'Allemagne, l'ancienne Hinterland. Eh bien, regardez quel est aujourd'hui le rôle du capitalisme allemand dans ces pays. Il est absolument dominant. En Tchéquie, ils ont tout racheté. Ça, vous ne pouvez pas dire ce n'est pas agressif. Et vous ne pouvez pas dire non plus par rapport à la situation de l'Ukraine. Là, c'est pas moi qui parle, c'est Monsieur Sapir qui dit l'Ukraine, c'est une réserve de 14 millions de personnes que l'on peut payer au salaire minimum de 100 € par mois, c'est-à-dire 30% de moins cher qu'un Chinois. Mais oui, les Français ont fait ça avec l'Afrique du Nord dans les années 60. Je veux dire, c'est pas une politique agressive, c'est une politique de puissance. Et la France a une politique de puissance seulement. Ça marche moins bien. Donc c'est frustrant. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Non. À la fin, il faut pouvoir dire que la France ne vaut rien, qu'elle est incapable, etc. C'est-à-dire se nourrir comme de tous les déclinistes, comme des tiques du déclin de notre pauvre patrie qui est insultée par ses propres élites. Et après, vous vous étonnez que ces élites ne résistent à rien. Donc venons sur l'essentiel. Pour moi, je critique l'ordolibéralisme. Je ne suis pas d'accord pour dire que les règles de l'économie ne doivent pas être modifiées et recevoir l'intervention des citoyens par le biais de la politique. D'accord ? Notamment dans le cas de la Grèce, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, où l'attitude extrêmement arrogante et insultante de M. Schäuble à l'égard des gouvernements grecs est absolument insupportable. Mais même dans le cas de la Grèce et de la dette souveraine de l'ensemble de nos nations, non, on ne peut pas séparer l'économie de la politique. Deuxième cas, le productivisme. Tout le système allemand fonctionne sur l'idée d'un développement sans fin de la croissance. Nous savons tous que ce modèle-là est caduc, qu'il ne peut pas dans la durée tenir. Ça, on l'a compris en France. Mais il y a des gens qui le disent en Allemagne. Vous dites ça en France, il y a des gens qui disent ça en Allemagne. Que la croissance. Mais bien sûr, mais attendez, madame, entendons-nous. Moi, j'ai créé mon parti, le parti de gauche, avec Oscar Lafontaine, on se tenait la main. Et il a d'ailleurs écrit un papier extrêmement favorable sur mon livre. Encore une fois, là, ne faites pas de votre fantasme ma cause. Je ne suis pas anti-allemand. Si on commence à parler des fantasmes de Florence Sauterelle, là, ça va devenir un peu chaud dans l'émission. Non, je parle de fantasmes par rapport à la géopolitique, je ne me permettrai pas. Vous pensez que mon livre est anti-allemand, je me permets de vous répondre que ici vous avez devant vous un internationaliste, que j'ai créé mon parti avec Oscar Lafontaine, que je siège dans un groupe présidé par une Allemande, donc de grâce, s'il vous plaît, ne m'imputez pas ce qui ne m'appartient pas. J'ai une question à vous poser. Quand même, on a le sentiment que vous essentialisez les Allemands. On a l'impression qu'il n'y a pas de débat politique en Allemagne. D'ailleurs, un de vos chapitres, c'est qui a envie d'être allemand, par exemple. Donc la question, est-ce que vous ne croyez pas que vous alimentez, juste par ce biais-là, la germanophobie ? Voilà, mais quelle germanophobie ? C'est la question que je vous pose. Non, mais c'est moi qui vous pose la question. De quoi vous me parlez ? Vous me dites, vous donnez, on a l'impression, qui a l'impression ? Vous.
Mais je n'ai jamais essentialisé, enfin vous savez à qui vous parlez. La fin du livre précisément explique qu'être français, ce n'est pas une essence. Et que je mets en cause le caractère ethnique de la nation lorsqu'il s'impose quelque part. Donc ne me reprochez pas ce que je condamne explicitement dans mon livre, c'est-à-dire l'essentialisation des nations. Pour ceux qui nous écoutent, pour résumer, il y aurait une espèce de nature allemande. Il n'y a pas de nature allemande. Il y a un État, il y a une culture, il y a des cultures et des polémiques. Toutes les citations que j'ai faites des citations polémiques sont des citations faites à partir de textes d'Allemands, pas les miens, d'Allemands, notamment sur la question de la façon avec laquelle sont traitées les personnes âgées, notamment sur la question du déclin démographique. Ce sont des titres de journaux allemands. Donc, de grâce, si tout ça c'est pour dire à la fin, écoutez, le seul problème que pose le livre de Monsieur Mélenchon, c'est le risque de germanophobie, je vous dis deux choses. Premièrement, ce n'est pas le sujet du livre, et vous ne vous exprimez pas sur le sujet. Vous ne posez pas de questions sur est-ce qu'on peut séparer la politique de l'économie. Peut-être que Madame Merkel a raison, peut-être qu'il faut pas... Monsieur Mélenchon, est-ce que vous n'employez pas des mots qui blessent à dessein? Parce que je vois bien quel est votre propos. Votre propos, on peut le partager. Quand on vous entend, là, par exemple, la discussion que nous avons est effectivement intéressante. Mais lorsque vous écrivez, on a l'impression que vous vous laissez emporter par votre plume. Parce que écrire que, par exemple, les bougons-teutons déportent leurs vieux, le mot déporter, vous le savez bien qu'en France, ça a une connotation très particulière. Donc, est-ce que vous vous laissez pas emporter? Est-ce que vous vous laissez pas emporter par votre plume? Attendez. D'ailleurs, ça a emporté Zemmour. Oui. Là, une polémique autour de la déportation, ça a emporté Zemmour, pas vous, a priori. Bon, alors écoutez, prenons les choses dans l'ordre. Le procès fait un homme de gauche d'être dominé par ses humeurs et est aussi vieux que la critique qui est portée contre la gauche. Ça fait partie de la rhétorique. L'homme ou la femme de gauche est une bête qui ne se contrôle pas. On connaît ça depuis Jaurès, on l'a toujours vu. Donc, monsieur, vous êtes quelqu'un de très calme, c'est vrai. Que je suis un intellectuel. Non, mais ça ne veut pas dire être calme. On peut aussi être passionné et rationnel. Comme dirait Florence Autrey quand on parle de ses fantasmes. Voilà. Faites-moi la grâce de penser que je suis capable de raison. Et en particulier d'écrire un livre en sachant ce que j'écris puisque je l'écris moi-même. Maintenant, vous venez de faire une phrase. C'est typique, pardon de vous le dire, d'une certaine mauvaise foi. Les bougons-teutons qui déportent leurs vieux. Non, les bougons-teutons sont mis comme une blague à un moment donné, dans le livre, à un endroit qui parle d'autre chose, et la déportation des vieux est à un autre endroit. Et la déportation des vieux, écoutez-moi, la déportation des vieux, ce n'est pas une expression de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas une expression de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'expression qu'a utilisée pour désigner le phénomène la présidente du syndicat des associations d'aide familiale allemand. Et ça a été rapporté par le journal Le Monde, qui dit, en titre, l'Allemagne exporte ses vieux. Alors, vous faites un procès à vos collègues? Non, simplement... C'est à moi que vous en prenez, et vous appelez ça de la germanophobie, non, mais, ça me fait rigoler. Et simplement, je dirais par exemple, il y a certaines blagues antisémites que seuls les juifs peuvent faire, et je pense qu'il y a certaines blagues germanophobes que seuls les Allemands peuvent faire. J'en suis profondément persuadé. Mais c'est votre droit d'en être persuadé, mais vous avez tort de considérer comme une blague une caractérisation politique faite par un responsable syndical ou un responsable d'association de personnes âgées. Il ne blaguait pas, il ne plaisantait pas, il critiquait son pays. Donc vous voulez nous dire que par rapport aux Allemands, il est interdit de les critiquer parce qu'il y a un risque de guerre. Mais précisément, c'est écarter les risques de violence que de porter la critique au bon endroit et au bon moment. Mais moi, ce qui me pose problème dans la critique allemande, c'est pas que ça risque de déclencher une guerre, c'est que ça dédouane la France de ses responsabilités. Et c'est ça qui me trouble madame, si profondément. Ça, on va se retrouver. Parce que ce que dit mon livre, c'est en montrant ce dont on ne veut pas. Et ça montre aussi ce que pourtant nous sommes en train de faire. Car lorsque M. Hollande va en Allemagne et dit « Ici on a fait les réformes grâce à Schröder qu'on aurait dû faire en France et qu'il faudra faire », il propose d'importer le modèle allemand, que je considère comme une imposture, en France. Lorsque M. Valls donne raison, par exemple les dernières mesures prises sur les PME, PMI, sur ce qui est dit sur le contrôle des chômeurs, sur la proposition que ces chômeurs aient à répondre l'obligation de prendre un certain nombre d'emplois, ça c'est l'importation du modèle allemand. Et c'est pourquoi je l'ai qualifié de poison, parce que ce qui est bon pour les Allemands, disons les choses comme c'est. Après tout, cette politique, je ne parle pas au niveau européen, mais pour les Allemands, peut être considérée pour la nation allemande comme positive dans la mesure où ça déclencherait de la croissance. Remarquez que tout le monde n'en profite pas, parce qu'il y a quand même 13 millions de pauvres dans ce pays. Et c'est quand même la première puissance économique du continent. Oui, 13 millions de pauvres, c'est déterminé par rapport à un salaire médian. Vous le savez bien, M. Mélenchon, si soyons précis. Non, par rapport à 60% du salaire médian. Oui, et alors ? Ce qui veut dire que le salaire médian en Allemagne est bien plus haut que, par exemple, en Grèce.
Voilà. Donc la pauvreté se détermine différemment, vous le savez aussi bien que moi. En effet, vous êtes d'accord pour dire que ça se détermine différemment suivant les pays et les nations. Oui, absolument. Ce sont les pays. Alors, justement, entre les Allemands et la dette grecque, Jean-Luc Mélenchon, pour être un pauvre, si on reprend votre livre, les Allemands et la dette grecque. Les Allemands, je vous cite, sont les plus mal placés pour accuser les Grecs de ne pas payer leurs dettes, car les Allemands sont les spécialistes du défaut sur leurs dettes. Ils ont fait défaut 3 fois au cours du XXe siècle, la première fois après la Première Guerre mondiale, la deuxième en 53 et la troisième en 90, après la réunification. Que l'Allemagne accepte d'annuler une partie de la dette grecque aujourd'hui ne serait qu'un juste retour. Finalement, c'est aussi ce que disait Thomas Piketty, qui était l'invité de cette émission la semaine dernière. Eh ben, je suis très content parce que moi, je l'ai dit depuis le début, je l'ai pas inventé, c'est Tsipras, le Premier ministre grec, qui l'avait avancé, en mettant, honnêtement, j'ai découvert le dossier de l'ancienne dette grecque à la faveur de cette circonstance. Vous savez, ce qui m'a déclenché, c'est la brutalité de ce qu'on a infligé aux Grecs et la grécophobie qui n'a l'air de gêner personne dans notre pays. On peut dire tout ce qu'on veut sur les Grecs, ça c'est pas un problème. J'ai été interrogé je ne sais combien de fois dans tous les médias sur vos amis grecs font ceci ou cela, en parlant des Grecs en général, où on me disait, vous vous rendez compte, les fonctionnaires grecs font un deuxième travail dans la journée, ils font taxi à partir de 4 heures à Athènes, je le raconte dans le livre. Personne ne se demandant pourquoi quelqu'un va faire taxi après avoir été fonctionnaire à 4 heures sous le cagnat à Athènes. J'ai dit, la principale punition à faire, c'est d'envoyer ceux qui font cette critique faire le taxi. Les Allemands n'ont pas, au fil de l'histoire, payé leurs dettes, et je veux dire quelque chose de très simple, c'est qu'ils ont bien fait, parce que ces dettes n'étaient pas payables, et qu'on aurait alors plongé à plusieurs reprises l'Allemagne dans une dépression terrifiante qui aurait pu très mal tourner, comme la dernière fois. Et je dis sur le même ton que personne ne paiera sa dette en Europe, pas plus les Grecs que les autres, d'abord parce que personne n'est en état de dire aux Grecs de sortir de la zone euro, parce que ça provoquera un tumulte absolument épouvantable. Donc il faut trouver une solution technique pour effacer la dette et que personne n'ait à la payer. Car si demain la Grèce est mise en banqueroute, vous le savez comme moi, c'est seulement si elle est mise en banqueroute que le mécanisme européen de stabilité financière se déclenchera et que les Français et les Allemands devront payer la dette grecque, parce que quelqu'un, à ce moment-là, devra la payer. Tandis que si l'on met en avant les moyens techniques que depuis le début nous recommandons de mettre en place, eh bien personne ne paiera cette dette. Vous faites de l'Allemagne, effectivement, le pays qui veut faire plier la Grèce. Mais je vous signale quand même, et parce qu'on l'oublie un peu trop, que derrière l'Allemagne, et même peut-être avant l'Allemagne, il y a un certain nombre de petits pays, infiniment plus pauvres que la Grèce d'aujourd'hui, en dépit de 5 ans d'austérité. Je pense aux 3 pays baltes, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, je pense à la Slovaquie, je pense à la Slovénie, qui eux aussi ne veulent pas prêter de l'argent à n'importe quelle condition à la Grèce. Et c'est eux qui sont les plus durs. Je veux dire un exemple, sur l'affaire du SMIC, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des débats au sein de l'Eurogroupe sur cette question-là. Et les pays d'Europe de l'Est ont dit, mais écoutez, il y a aucune, si vous voulez mettre votre SMIC à 752 €, c'est votre problème, mais ça sera pas avec l'argent qu'on vous a prêté, parce que nous, notre SMIC, il est à 350 €. Donc vous comprenez. C'est une mauvaise plaisanterie. Non, c'est sérieux parce que le SMIC s'applique en Grèce à une partie de la fonction publique. Donc les gens ont dit niet, et c'est vrai dans tous les secteurs du jeu. La Slovaquie a dit, moi je ne tombe, le Slovaque qui est un social-démocrate a dit, je ne tomberai pas. Il y a eu 2 gouvernements slovaques qui sont tombés sur l'aide à la Grèce. Mon gouvernement ne tombera pas une 3e fois sur l'aide à la Grèce. Donc il n'y a pas que l'Allemagne, désigner l'Allemagne comme étant l'ennemi de la Grèce. La Finlande, vous voulez que je vous cite la Finlande où il y a les acteurs finlandais viennent d'élire les deux comme 2 premiers partis, les 2 partis les plus opposés à toute aide à la Grèce. C'est ça aussi la réalité. Il n'y a pas que l'Allemagne en Europe. Donc voilà, je vous le dis. Donc pourquoi vous en prendre uniquement à l'Allemagne? Alors, parce que le sujet, c'est que la construction européenne est faite essentiellement autour de la France et de l'Allemagne, parce que c'est sur les vieilles blessures sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent les nouvelles blessures. J'espère que vous vous souvenez qu'on a fait l'Europe pour ça. Hein? Absolument. Donc c'est très important, la relation aux Allemands, à la nation allemande, aux gouvernements allemands. Un certain nombre de pays disent qu'ils ne veulent pas participer au financement de la Grèce. Ça tombe bien, ils n'y participent déjà pas. Par conséquent, ils ne sont pas appelés à cela. C'est pas le sujet. Et ces pays ne sont pas en état de s'opposer, ni même de dire autre chose que ce que l'Allemagne pense bon et indique pour toute l'Europe qu'il faut faire. J'ajoute que ce n'est pas une affaire seulement de nation, c'est une affaire de ligne politique. Il est clair que les conservateurs allemands ont une politique qui est commune avec les conservateurs lettons, avec les conservateurs finlandais, etc. Les conservateurs ont des politiques communes qui leur... On est bien d'accord, donc c'est une question politique, c'est pas une question nationale. Absolument. D'accord.
Mais absolument. Mais à un moment donné, il faut pas que vous fassiez le gauchiste, là, des abstractions. Alors, moi j'entends ça aussi dans mon camp. On dit, mais tu t'en prends aux Allemands, c'est le capitalisme qui est en cause. Mais je le sais, mais à ce niveau de généralité, on ne peut plus discuter. Ce qui compte et qu'il faut observer, c'est que les systèmes économiques, les systèmes financiers sont hiérarchisés. Ils l'ont toujours été. D'ailleurs, ça ne marche que si c'est hiérarchisé. Vous le savez aussi bien que moi. Et dans la hiérarchie actuelle du capitalisme financiarisé et productiviste en Europe, c'est l'Allemagne qui est le haut de la hiérarchie. Donc c'est eux qui, en quelque sorte, tracent le cap que suivent tous les autres conservateurs qui sont d'accord avec cette ligne. Cette ligne politique, elle ne tient que tant que personne ne s'y oppose. À partir du moment où quelqu'un commence à s'y opposer et se donne les moyens du rapport de force, alors la donne devient différente. Donc vous auriez pu écrire un livre bien plus équilibré en vous écoutant. Je pense qu'il aurait fallu avoir une discussion. C'est drôle. Peut-être un livre d'entretien avec Jean Quatremer. Ça a été un peu la pagaille cette semaine à Strasbourg. Le vote au Parlement européen sur le traité de libre-échange transatlantique a finalement été repoussé au mois de juillet en raison des multiples désaccords parmi les eurodéputés. On va y revenir après le journal. Jean-Luc Mélenchon est notre invité cette semaine. À tout de suite. Jean-Luc Mélenchon, pour vous, les tribunaux d'arbitrage, parce que c'est là-dessus que le conflit porte au sein du Parlement européen sur les tribunaux d'arbitrage privés censés permettre à une entreprise lésée d'attaquer un État. Pour votre camp, c'est un attentat contre la démocratie. Alors, attendez. Commençons par dire une chose. Moi, je ne suis pas opposé qu'aux tribunaux. Je suis opposé au traité tout entier. C'est-à-dire à l'idée d'une zone de libre-échange et avec des normes sociales et écologiques communes entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Car ça, c'est la fin du projet européen. On ne pourra plus rien faire en Europe sans que les Nord-Américains soient d'accord. Et surtout, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est le nivellement par le bas de toutes les normes, comme on commence à le voir, notamment sur les OGM et sur une série de questions. Ce point de vue d'opposition totale au traité, qui est la mienne depuis le début, parce que c'est en 1996 que ça a commencé cette histoire. En 2009, j'ai été le seul à dénoncer ce traité dans ma campagne électorale. Maintenant, ça c'est une position. Sachant que la négociation officielle est ouverte depuis 2 ans maintenant. C'est ça. Elle est ouverte depuis 2 ans, officiellement. Ouais. Elle avait lieu avant, déjà. Bon, on n'en parlait pas, mais un jour, M. Obama a dit, il est temps de faire une zone. Aussitôt, Mme Merkel a dit, oui, il faut le faire tout de suite. Et aussitôt, les 2 androïdes de service de l'Europe sont allés là-bas, signés, on dit, où est-ce qu'on signe? Bon, ça s'est passé comme ça, et on a fait croire à tout le monde que ça venait de se décider. Non, c'était en discussion depuis 96. Mais ça, l'opposition à TAFTA, je dis TAFTA parce que c'est comme ça que s'appelle aujourd'hui, l'acronyme, mais avant c'était TIPP, et avant c'était GMT, ça n'a pas arrêté de changer. Mais ça, c'est une position, la mienne là, celle que je suis en train de vous décrire, c'est celle de mon groupe, la gauche unitaire européenne, et de quelques autres. Mais ensuite, il y a des oppositions communes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens au Parti socialiste, et à droite, qui disent, qui sont partisans d'un tel traité, mais qui disent non, les tribunaux d'arbitrage, non, ça c'est pas possible, parce que c'est la fin de la démocratie. Je résume en quelques mots. Pourquoi? Ce seraient des tribunaux qui ne relèverait pas de la loi de l'État dans lequel intervient l'entreprise, mais relèverait d'un arrangement hors sol, en quelque sorte. Ça donne comme... Autrefois, c'était des tribunaux qui fonctionnaient pour régler des litiges entre des multinationales. Elles avaient comme argument que, comme elles étaient partout et nulle part, eh bien, elles réglaient leurs litiges à l'intérieur de ces tribunaux d'arbitrage. D'ailleurs, ça porte bien son nom, arbitrage. Ce qui est nouveau, c'est qu'on prétend que les entreprises peuvent se retourner contre les États devant ces tribunaux. Alors là, c'est tout autre chose. Pour vous donner un exemple, il y a un recours de cette nature qui a été fait contre la politique anti-tabac de l'Australie. Vous avez un recours qui a été fait contre l'Allemagne parce qu'elle a arrêté ses centrales nucléaires. C'est-à-dire que des entreprises privées viennent et disent, ben voilà, nous on avait prévu ceci et cela, c'était le droit à l'époque, on avait prévu de faire tant de milliards de bénéfices, à cause de vous on les perd, donc on demande un dédommagement. Vous avez cité Mme Merkel, encore une fois, comme soutien du traité transatlantique. Vous auriez pu citer aussi les dirigeants français, de droite comme de gauche, qui soutiennent depuis le départ très fermement ce traité transatlantique. Et ce qui est amusant, c'est que l'affaire des tribunaux d'arbitrage a connu quand même quelques ratés depuis 2 ans. Ça vient d'où ces ratés? D'Allemagne, pas de France. Encore une fois, ce qui montre que la mobilisation de la société civile en Allemagne est bien supérieure à la mobilisation de la société civile française, que les débats politiques en Allemagne finalement sont portés par la chancelière et par son gouvernement, puisqu'il y a une consultation publique, même si j'en pense pas beaucoup de bien de cette consultation publique, au moins elle a le mérite d'avoir existé, et que on voit bien que ces débats allemands se retrouvent au niveau européen. Et ça renvoie à ce que disait Florence Autrey tout à l'heure, c'est ce qu'on voit en réalité dans toute cette affaire,
faire. C'est la faiblesse extrême de la France. Je suis désolé. Les débats, vous dites, vous êtes porteur de ce débat. Moi-même, je suis moi, je suis totalement opposé à ce traité. On est plusieurs journalistes à s'opposer à ce traité. Eh bien, il n'y a pas de débat politique en France. Ça n'est pas porté. C'est nous le problème. C'est pas le problème. L'Allemagne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attendez. Mais absolument, je suis totalement d'accord avec vous. Je vous dis que depuis 2009, je m'évertue à essayer de faire parler de ce... maintenant, la situation s'est améliorée, mais au début, j'étais tout seul. Tout le monde s'en foutait quand dans la campagne présidentielle... Non, vous étiez tout seul, mais tout le monde s'en foutait pas, Jean-Luc Mélenchon, quand vous défendez une position. Je veux dire, dans le... Bon, d'accord, oui. Vous, sauf vous, etc., blablabla. Oui. Bon, non, mais écoutez, soyez sérieux. Chaque fois que j'ai commencé quelque part avec le trait transatlantique, les gens regardent au plafond, on me dit, allez, on fait bref, on passe à autre chose, etc. Ça saoulait tout le monde. Vrai. Maintenant, il y a un certain nombre de gens qui disent, ça vaut la peine qu'on en parle, et c'est un débat. Mais là où vous avez 1000 fois raison, c'est que le débat en France est absolument insignifiant. D'accord, tandis qu'il a lieu en Allemagne, mais c'est pas le seul point. Les Allemands de droite et de gauche sont beaucoup plus rigoureux vis-à-vis de leur démocratie et de leur constitution que nous. Par exemple, ils saisissent la Cour de Karlsruhe, qui est la Cour constitutionnelle, pour un oui, pour un non, sur des choses qui concernent la conduite de l'Europe. En France, on demande son avis à personne. On fait un référendum, les gens votent non, et après on vote que c'est oui quand même. Oui. Exactement. Alors, je vais abonder dans votre sens. Là, ils ont une démocratie qui est plus vivante que la nôtre dans la phase A, c'est-à-dire débat, et moins vivante que la nôtre dans la phase B, parce qu'à la fin, ils se mettent tous d'accord, et dans ces conditions, les coalitions étouffent le débat. Mais votre livre était en 2 tomes, alors, parce que j'ai pas lu le tome 2, moi, là. Je connaissais pas cette position-là, Florence Autrey. Mais attendez, les amis, tout à l'heure, vous avez dit l'expression... Ne cédez pas aux provocations, Yann Anthony. Oui, mais vous inquiétez pas, mais elles sont positives, ces provocations. Vous me dites, il faut être équilibré. Non, vous vous trompez. C'est vous qui devez être équilibré, c'est pas moi. Moi, je suis le déséquilibre. La démocratie, c'est pas le consensus. Le déséquilibre, pas le déséquilibre. D'accord, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et pour ça, il faut se mettre d'accord. Après, l'électeur fait le choix et il décide qui a raison. Et la démocratie, c'est une prise de décision. C'est pas l'obligation d'avoir telle ou telle conviction parce qu'elle a été majoritaire. Je me soumets aux lois quand le gouvernement est de droite ou socialiste, qui maintenant veut dire la même chose, parce que je respecte la loi et mon pays et la démocratie. Mais pour autant, j'ai pas changé d'avis. Donc, je n'ai pas à être équilibré. J'ai à provoquer le débat. Et d'ailleurs, vous voyez bien, vous m'invitez. Si j'étais venu à votre radio pour dire, écoutez, je vais vous faire un petit pex sur les avantages comparés de l'Allemagne et de la France, vous direz, bon, c'est bon, on s'en occupe. On vous a pas élu pour ça, monsieur Mélenchon. Non, on dirait que vous reprochez à l'Allemagne son système politique. Ils ont quand même le droit d'avoir un système parlementaire. Ils ont le droit de gouverner en coalition. Tout le monde ne doit pas être dans un truc bipartisan où on passe de la droite à la gauche tous les 5 ans. Je veux dire, après tout. Et vous dites vous-même que leur démocratie est vivante. Mais je voulais revenir sur un point sur le TTIP. Vous mentionniez tout à l'heure le cas Vattenfall et ce problème effectivement de conflit entre le gouvernement fédéral allemand et cette entreprise suédoise. Là, pour le coup, on peut pas dire que Madame Merkel n'a pas fait de la politique et n'a pas préféré la politique à l'économie, puisque précisément, elle a pris le risque de se mettre sur le dos toute la filière électrique allemande qui a des investissements dans des centrales nucléaires, y compris cette société étrangère, sachant que par ailleurs il risquait d'y avoir une demande de dédommagement. D'ailleurs, plutôt sur les investissements gaspillés entre guillemets que sur les bénéfices futurs. Donc là, on peut pas dire qu'elle a pas fait de la politique. D'ailleurs, elle a tergiversé et elle a mis du temps à prendre cette décision, mais c'était assez couillu, si vous me permettez. Moi, je vous ai jamais dit que l'ordolibéralisme était autre chose que de la politique. Ceux qui décident de cloisonner les lois économiques le font pour des raisons idéologiques et politiques. Et ensuite, ils s'assoient dessus quand il y a besoin. Ça, c'est la politique de puissance. Je vous prends un exemple qui est encore plus sous notre main. Le banquier central, la Banque centrale européenne, est censé être indépendant. Vous n'avez même pas le droit de regarder dans les yeux le banquier central. Ça pourrait être interprété comme une pression. Il a dans son mandat l'interdiction d'aller chercher des avis. D'accord ? C'est interdit. Eh bien, regardez, quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, il était autour de la table de ceux qui ont pris les décisions. Là, il vient d'avoir lieu une réunion entre Madame Merkel, Monsieur Juncker, Monsieur Hollande, le banquier central était là, de parlait de la dette grecque. Donc c'est pour vous dire que les règles ne valent. La situation que vous constatez ne fait que vérifier une thèse, la mienne. Ça n'existe pas, la sacralisation de l'économie en dehors de la politique. C'est une duperie. On fait croire
que, mais en réalité, tout ça fonctionne au profit d'un certain nombre de gens qui, quand leurs profits sont mis en cause, s'assoient sur la règle. Et Madame Merkel a l'attitude d'un chef d'État d'une puissance, qui a une politique de puissance et de rapport de force. Nous avons des chefs d'État qui sont absolument tétanisés, admiratifs d'un modèle qu'ils aimeraient importer en France et qui n'est pas importable pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, mais aussi pour d'autres raisons plus culturelles qui tiennent au fait que la nation française, le peuple français, se constitue beaucoup autour de son État davantage que autour de sa langue, autour de son ethnie, parce qu'il n'y a pas d'ethnie française. Et que voilà comment les choses doivent être regardées, pas seulement sous l'angle des différences économiques entre les nations, mais aussi des différences de culture, si on veut arriver un jour à faire converger les gens d'une manière honnête, c'est-à-dire sans leur tordre le bras dans le dos, les faire voter non pour ensuite leur dire que c'est oui quand même, et ainsi de suite. Donc moi, si j'étais le président de la République française, j'aurais au moins autant de caractère que Madame Merkel. Parce que Madame Merkel, moi je la comprends, ça fait 2 fois qu'elle entend un zozo français dire que ça va pas se passer comme ça. Vous vous rappelez les propos qu'avait tenus Monsieur Sarkozy sur l'Allemagne, c'était extraordinairement dur. Enfin, moi, vous me traitez de germanophobe, mais j'ai jamais dit que nous on n'avait pas inventé la Shoah. Ce qu'a dit Monsieur Sarkozy. Eh bien, cet homme, après avoir remué bras et jambes, se fait élire. Il arrive. La chancelière, normalement, elle doit s'entendre à tomber sur quelqu'un qui lui tient tête et qui lui dit « Madame, nous, on a voté non au référendum, maintenant, il faut reprendre la copie à zéro. » Non, il vient et lui dit « Écoutez, on va arranger ça, c'est pas grave. On découpe le traité dans un morceau, on recolle les morceaux, et puis on fera bien avaler ça aux Français. » Si je suis Madame Merkel, je me dis « Ces Français, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent me donner raison sans avoir à en payer le coup. » Arrive le suivant, Hollande, il fait pareil. Il dit « On va voir ce qu'on va voir, on va renégocier le traité budgétaire. » C'était le suivant. Il renégocie rien du tout. Par conséquent, elle est fondée à penser qu'elle doit décider toute seule et que les Français, de toute façon, suivent parce qu'ils ont rien dans le ventre. Mais pardon, il faut rendre justice à M. Sarkozy. Il a négocié pendant des mois et des mois avant son élection, pendant presque un an avant son élection, le traité de Lisbonne, c'est-à-dire l'ersatz, si vous me passez l'expression, du traité constitutionnel. J'espère. Il n'a rien renégocié, c'est Monsieur Giscard d'Estaing. Il l'a préparé, je veux dire, il a travaillé pendant un an avant d'être élu sur une nouvelle version. Et si, c'est un fait. Attendez. C'est-à-dire qu'il le voulait, ce traité. Oui. Il a discuté de la taille de la feuille, des ciseaux et de la nature de la colle. Parce que Monsieur Giscard d'Estaing... Parce qu'il était d'accord avec elle. Ben donc, ne me dites pas il a travaillé. S'il était d'accord et que c'est le même texte, c'est Monsieur Giscard d'Estaing qui le dit lui-même, ne me dites pas qu'ils ont travaillé sur un an sur une nouvelle version. Sur la nouvelle version, qu'est-ce qu'il y a de différent avec la précédente? C'est que les chapitres sont pas dans le même ordre et qu'on a retiré l'hymne à la joie comme hymne européen, ce qui n'empêche pas qu'on le joue tous les matins ici. Et deuxièmement, le drapeau avec les 12 étoiles de la Vierge Marie, qui n'est plus le drapeau de l'Europe, mais pourtant il est partout en France. Et quand le président de la République française parle, il a derrière lui ce machin qui n'a aucune valeur constitutionnelle et autres. Jean-Luc Mélenchon, mais pour revenir sur le de la démocratie française, et la démocratie française est malade à mort depuis ce jour-là. Monsieur Mélenchon, je voudrais revenir quand même sur le... De Gaulle, il s'en allait quand il perdait les référendums. Donc il a tout changé. Sur le TAFTA, une nouvelle fois, comment est-ce que vous expliquez le fait que l'ensemble des opinions publiques européennes, jusqu'à plus ample informées, sont globalement opposées à ce traité? La société civile est opposée à ce traité et rien ne semble pouvoir arrêter les négociations. Je veux dire, la Commission continue à négocier, les États disent qu'il faut accélérer. François Hollande a encore fait une déclaration récemment en disant qu'il faut accélérer les négociations pour conclure au plus vite. Rien ne semble pouvoir le stopper. Comment vous expliquez ce décalage extrêmement fort? Vous êtes sur le cœur du danger du moment de l'histoire actuelle. C'est que quoi que disent les gens, quoi qu'ils votent, quoi qu'ils expriment, de toute façon, les choses continuent comme avant. Et il en résulte dans tous les pays des niveaux d'abstention absolument inouïs, et on sent que c'est une poudrière que cet ensemble. Moi, je suis très inquiet de ça. D'abord, de l'explosion des mouvements d'extrême droite pratiquement partout en Europe. Pour l'instant, on n'en est protégé que l'Europe du Sud, parce qu'ils en sortent, des dictatures d'extrême droite. Mais honnêtement, partout ailleurs, nous sommes plus qu'enfoncés. L'extrême droite est croissante. Donc on voit qu'il y a une réaction extrêmement violente, des abstentions gigantesques. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la joie de tous ces pays d'adhérer à l'Union européenne. Il y avait un magnifique feu d'artifice en Pologne, etc. Et il y a des taux de record, 80, 70% d'abstention aux élections européennes. Donc, aux élections nationales, toutes les élections. Dans leur pays, c'est partout. Et y compris même en Grèce, alors que le vote est obligatoire, c'est 35% d'abstention maintenant. Il y a un énorme taux d'abstention partout. Et ça, si vous voulez, c'est la réaction profonde de gens qui se disent « mais tout ça est une comédie, donc je n'y participe pas ». D'ailleurs, j'ajoute, souvent, on n'y comprend rien.
Parce que vous venez de le dire il y a un instant, et moi j'en étais d'accord avec vous, il n'y a pratiquement eu aucun débat sur le contenu de ce traité. Il n'y a rien eu qui a été mis en scène. Si on vous explique que ça va apporter 394,52 € par famille au bout de 10 ans et sur 20 ans. Les éléments de langage européens, c'est que les négociations entre les États-Unis et l'Europe, le TTIP, il va créer la plus grande zone de libre-échange avec plus de 800 millions de consommateurs, près de la moitié du PIB mondial et un tiers des flux commerciaux. Ça vous fait pas rêver, Jean-Luc Mélenchon? Moi, ça me fait rêver, moi. Tous les matins, ça. Écoutez, moi, je suis désolée. Formidable. Et ça fait. Non, mais je voudrais terminer de répondre à la question parce que je crois c'est vraiment le cœur de notre temps. La citoyenneté n'a plus confiance en elle-même. Elle se dit bon, ça sert à rien d'aller voter. Mais ça tournera mal parce que c'est pas la première fois qu'on essaye de faire l'Europe, pour être, si vous voulez bien vous en souvenir. Mais toutes les expériences précédentes ont raté parce qu'elles ont toutes été faites par la force. Et là, nous avons une apparence de consentement, mais dont nous savons tous que ce n'est pas un consentement. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. Ils étaient d'accord pour l'Europe de la paix, ils étaient d'accord pour l'Europe du progrès social, pas de la régression, pas de la guerre partout. Donc ça va mal tourner. Je ne vais pas faire le prophète de malheur, moi j'aime pas peindre noir sur noir, et je pense qu'il faut toujours tracer une perspective, une sortie. Bon, la sortie que je montre là, c'est de dire, écoutez, on va faire comme les Allemands, on va faire autre chose, on peut faire autre chose. Je le décris assez bien à la fin, mais je vois que ça vous a pas trop titillé la fin. Il y a pourtant 2-3 petites choses sur l'Europe du Sud. C'est parce que moi j'ai pas reçu de Lévy cassé, moi. Alors justement, on va réparer ça. Le Sud. Alors vous êtes un spécialiste quand même des relations avec l'Amérique latine, notamment. Là, il y avait un sommet cette semaine. Alors vous avez parlé des dictatures. Bon, il y en a un petit peu moins. Vous craignez des dictatures en Europe, il y en a un petit peu moins en Amérique latine. Maintenant, il y en a presque plus. Il y en a plus. Mais attendez, parce que Yann Anthony Noguez pensait au Venezuela. Mais je le connais, c'est un homme de droite, faut que vous le sachiez. Et d'un autre côté. Oui, bon, ça c'est pas sérieux. Mais même le Honduras, ils ont tué les opposants, donc ça a été élu normalement. D'un autre côté, en tout cas, eux, ils ont pas voulu d'un traité de libre-échange avec les États-Unis. Nous, on est en train de le négocier. Qu'est-ce que là, donc il y a eu ce sommet cette semaine entre l'Union européenne et l'Amérique latine, avec plus de 60 chefs d'État et de gouvernement présents à Bruxelles. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? En gros, les Chinois sont en train de mettre la main sur cette zone du monde. Est-ce que vous pensez qu'ils s'intéressent encore à nous, pauvres vieux Européens, les Latinos? Non, ils s'intéressent. Les Latinos. Ils ont bien des raisons de nous trouver grande gueule, parce que autrefois en Amérique latine, le nationalisme était un nationalisme anti-impérialisme américain, d'accord? Parce que les États-Unis intervenaient tout le temps, les proconsuls nord-américains sont présents dans toutes les ambassades de ces pays. Et Evo Morales avait dit, vous savez pourquoi il n'y a jamais de coup d'État aux États-Unis? Et la réponse est la suivante, il n'y a pas d'ambassade des États-Unis aux USA. Bon, et je pense à résumer bien la situation. Qui plus est, les USA ont confisqué la moitié du territoire du Mexique. Enfin, ils ont un lourd passif. Mais alors, l'Europe paraissait un espoir. On va pouvoir discuter avec des gens. D'ailleurs, on en vient, beaucoup d'entre nous, tout ça. Mais l'Europe est plus agressive que les États-Unis dans les relations commerciales avec l'Amérique latine, comme avec l'Afrique subsahélienne et les autres régions du monde, où les gens sont provisoirement en état de faiblesse. Je vous donne un exemple. La communauté andine des nations, c'était une structure très intégrée, qui regroupe les pays andins. Alors il y a le Pérou, l'Équateur, etc., etc. L'Europe arrive et dit, on vous propose un accord commercial bilatéral, très bien. Et là dedans, l'Équateur essentiellement dit, nous on n'est pas d'accord, c'est totalement déséquilibré. Disparition de l'Europe qui arrive par la fenêtre et s'entend avec le Pérou et dit, écoutez, on pourrait s'arranger, on pourrait s'entendre, tout ça. Oui, dit le Pérou, et il signe. Et à ce moment-là, l'Europe revient et dit aux autres, si vous signez pas, vos produits entrent pas, et ceux du Pérou, oui. Point. À partir de là, le rapport de force est écrasant, et l'Europe a une attitude qui consiste à faire voler en éclats les structures régionales qui essayent de trouver des cohérences sur le modèle européen, parce que la plupart d'entre eux disaient on veut faire comme l'Europe. La présidente brésilienne vient de déclarer d'un journal belge que l'austérité était parfois une étape nécessaire pour purger les comptes publics. Ça m'a fait rire. Bon, on en reparlera dans la prochaine émission aussi. Le hareng de Bismarck, juste une question, Jean-Luc Mélenchon, vous allez le faire traduire en allemand? Vous avez une édition prévue en Allemagne ou pas? Alors j'aimerais bien. Ce serait pas mal. Déjà, ça va être traduit en espagnol et il va être traduit espagnol. Et en grec, du côté de Podemos. Attendez, d'abord, laissez-moi terminer. Podemos, justement, Pablo Iglesias m'a promis de faire la préface de l'édition espagnole de mon livre. Et en grec? Le hareng de Bismarck. Et en grec?
J'aimerais bien, parce que moi j'ai écrit voilà. ça pour aider. Et si vous voulez, on peut demander à Wolfgang Schäuble s'il veut bien écrire la préface de votre livre en Allemagne. Non. Merci beaucoup. Monsieur Schäuble n'aime pas mon pays, il a dit que la France souhaitait être forcée. Vous ne l'aimez pas non plus, vous le traitez d'énergumène. Oui, c'est vrai, écoutez, quand même, il a fait ce qu'il fallait pour ça, quoi. Même les Allemands ne le supportent plus, tellement il est arrogant.